faut-il lire pour écrire, Alain Kewes, à Sandrine Colette qui publie des polars, à Geneviève Peigné qui est poète et qui fait se rencontrer des poètes aussi, à Denis Grosdanovic qui publie en ce moment Petit éloge du temps comme il va. Eh bien, s'il leur faut lire ou pas pour écrire. Alors, on va demander à nos écrivains de savoir ce qu'ils font de leur lecture ou pas. Je vais peut-être commencer par Denis Grosdanovic. Il semblerait que vous lisiez beaucoup, quand même. Allez-y. Moi, personnellement, oui, j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse répondre qu'il n'a pas besoin de lire pour écrire, mais bon, c'est disons qu'il y a peut-être des gens qui écrivent comme l'oiseau chante, j'ai du mal à y croire. En tout cas, moi, personnellement, je pourrais pas, je le dis souvent, je pourrais facilement me passer d'écrire, mais je ne pourrais pas me passer de lire. Et comme on dit souvent que je suis un passeur, et donc en plus, j'aime beaucoup parler des autres auteurs, et j'ai souvent été remercié par les libraires qui m'ont dit, voilà, vous nous avez fait vendre beaucoup de cet auteur, et pour moi, c'est vraiment un honneur que de faire vendre un livre, surtout d'auteurs, par exemple, qui sont un peu oubliés. Et j'adore exhumer des auteurs oubliés, comme par exemple des gens comme André Mauroy, Charles Dubos, je suppose que plus personne ne lit ça, Georges Duhamel, Ami de Gourmont. Et donc, voilà, pour moi, la littérature, mais évidemment, on peut dire que maintenant, il y a plusieurs sortes de littérature. Hein, donc, il y a un grand mot générique qui s'appelle la littérature, mais ça recoupe énormément de domaines de la littérature. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la littérature. J'ai dernièrement un spécialiste, un éditeur qui m'a dit, de toute façon, moi, ma théorie, c'est qu'à partir de 50 000 exemplaires vendus, ça ne peut plus être de la littérature. Donc, au-delà de 50 000 exemplaires. Bon, évidemment, c'est exagéré, parce qu'il se trouve de temps en temps, effectivement, il y a... Proust, non. Oui, non, d'accord, non, mais je parle des nouveautés, je ne peux pas de la Bible, c'est sûr que... Mais... non, jamais prétendu de la... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, il y a comme de la même manière qu'il y a une industrie cinématographique, il y a une industrie du livre, et qui n'a plus grand rapport avec la littérature. Bon, voilà, à mon avis. Donc, le problème est de savoir ce qu'on appelle la littérature. Petit éloge du temps comme il va, 10 000 exemplaires, ça marche encore, ça va avec la littérature? Oui, je ne sais pas exactement, mais non, mais ce que je voulais dire par là, je sais que c'est pas discutable, mais je veux dire que tout dépend de ce qu'on appelle littérature. Mais personne, moi, ce que j'appelle littérature, c'est se placer dans une tradition, c'est-à-dire qui vient du passé et qui va vers l'avenir. Donc moi, je conçois ça comme étant un passeur. Donc voilà. Qu'avez-vous lu pour écrire Petit éloge du temps comme il va, ou quelles lectures se sont retrouvées dans cet ouvrage? D'abord, celui qui apparaît le plus, c'est Proust, puisque justement, des moments où on fait référence au temps, et là dans mon livre, c'est surtout finalement comment ralentir le temps. Je pense que Proust s'impose, évidemment, à la recherche du temps perdu et toutes les théories qu'il a sur le temps. Et comme j'étais aussi un lecteur de Bergson, et qu'on sait que Proust a été très influencé par Bergson, je fais un lien entre Bergson et Proust et leur façon de parler du temps. Et comment peut-être éventuellement, dans un monde stressé, ultra-productiviste comme le nôtre, comment ralentir le temps. Alors Proust est principal, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je cite Georges Haldas, Georges Haldas, qui est un auteur suisse qui est mort il y a 3 ans, qui est un poète en même temps. Je cite des gens oubliés, comme l'historien, philosophe Guglielmo Ferrero, qui a écrit une gigantesque histoire de Rome, mais qui a aussi beaucoup parlé de la Révolution française. C'est un nom de son de cloche que ceux qu'on nous présente d'habitude sur la Révolution française. Donc je me permets de le citer. Il y a aussi beaucoup Claude Dumas-Gris, qui a beaucoup parlé du temps, dans son grand chef-d'œuvre Danube, et dans plein d'autres. Il y en a énormément. Hein. Puisque, au fond, moi, j'émaille tous mes textes de citation. Oui, alors vous retricotez quelque chose à partir justement de ce que vous a inspiré toutes ces lectures. Et la question, c'est est-ce que vous choisissez un sujet et puis vous allez chercher les lectures qui vont avec, ou c'est au fil des lectures que vous voyez émerger un fil conducteur ou un sujet à développer?
Il y a C'est un pas exactement éloge, ça, c'est que j'ai commencé à écrire des carnets à l'âge de 14 ans et c'est devenu une discipline quotidienne. Je remplis des carnets tous les jours, sur tout ce qui m'intéresse, aussi bien des propos entendus que des choses lues, que des choses vues. Et j'ai fait ça pendant 40 ans comme ça pour moi. Et puis un jour, bon, j'ai publié mon premier livre qui a eu du succès, ce qui m'a permis ensuite de continuer dans de bonnes conditions. Et maintenant, les éditeurs le savent et ils viennent me voir et me disent est-ce que tu dans tes traiterais pas carnets, tel... sûrement quelque Je travaille plus chose que sur contrat, je travaille toujours sur contrat d'avance. On convient d'un thème avec un éditeur, c'est pour ça que j'ai changé beaucoup d'éditeurs, parce qu'ils viennent me voir et me disent est-ce que tu ne traiterais pas ce thème? Et alors à partir de ce moment-là, je réfléchis, si je l'ai dans mes carnets, j'ai à peu près 192 sur 93 carnets, je crois. Et c'est bizarre parce que quand on fait comme ça, on a une sorte de mémoire de la chose et je sais à peu près où se trouvent les notations que je vais pouvoir rassembler et ensuite je retravaille le texte. Donc c'est un peu particulier comme façon de voir, façon de faire plutôt. Geneviève Peigné, que lisez-vous? Actuellement, je lis majoritairement de la poésie et de la poésie contemporaine. Bon, c'est votre métier aussi, alors mais dites-nous en plus de la poésie, de qui, pourquoi, quel texte, Alors, comment dans la mesure choisissez-vous? où j'organise un festival de poésie, je lis dans des gammes assez variées, en me forçant quelquefois à lire des choses qui ne sont pas dans mes goûts spontanés ou dans ma famille d'esprit. Mais je pense que j'ai commencé à lire de la poésie majoritairement depuis peut-être 10 ou 20 ans, à un moment où j'avais besoin de remonter la dose. C'est-à-dire je lisais des romans, des nouvelles, des récits, et pardon, mais je m'ennuyais un petit peu souvent. J'avais l'impression qu'il y avait des choses inutiles, enfin que je tournais des pages et que la densité n'était pas au rendez-vous. Je parle pour moi, bien entendu. Donc petit à petit, j'ai abandonné un peu ce type de lecture et je me suis tournée vers la poésie avec un espèce de goût que les choses me heurtent plus violemment, qu'elles apparaissent d'un seul coup et ça me bouleverse davantage. Et que faites-vous de ces lectures ensuite, à part l'organisation de rencontres de poètes, mais quand est-ce que ça se transforme en écriture et Alors comment? je pense que c'est comme tout le monde, c'est quelque chose qui infuse. Alors on peut lire un livre qu'on trouve formidable, c'est-à-dire je voudrais faire ça, je voudrais faire quelque chose comme ça, être dans l'enthousiasme et le soir même noircir 3 pages. Quand on lit le lendemain matin, c'est toujours une catastrophe, c'est complètement loupé. Quand on veut faire comme si, ça ne marche jamais. Donc ce qu'il faut, c'est que ces lectures infusent petit à petit et puis ressortent-elles ou ressortent-elles pas. C'est le problème des lectures de formation, comme les grandes lectures qu'on fait quand on sort du lycée. Alors à la fois c'est des choses formidables, c'est merveilleux parce que ça met en face de ce que sont les possibilités de la littérature, mais aussi de ses exigences. Et face à ça, il y a 2 choses. D'une part, il faut aller vers, et puis à un moment, il faut s'en débarrasser, parce que c'est également terrifiant. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec les grands auteurs, parce que voilà, j'étais le front dans la poussière à les admirer et je pouvais pas... Ça vous empêchait d'écrire? Ça m'empêchait. Donc j'ai eu plutôt du mal, ma difficulté était plutôt de me débarrasser, de respecter mes admirations, mais de me dire, bon, maintenant, à moi de... Alors je suis allée vers des textes peut-être qui ont été plus proches pour moi et qui m'ont autorisé, qui m'ont permis d'aller sur un chemin qui pouvait être le mien, alors que sinon, probablement, je serais restée sur la lisière. Et qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? En ce moment, je n'écris pas du tout. J'attends que quelque chose se produise. Que le stylo arrive jusqu'à votre main? Alors, pour écrire, il faut lire, bien entendu. Il faut vivre. Et il faut une 3e chose, il faut avoir beaucoup de temps disponible devant soi. Alors, j'attends une phase de temps qui, je pense, va arriver dans les semaines à venir. Et là, je vais mariner dans mon jus, je vais déprimer, je vais tourner en rond, je vais essayer d'écrire des choses qui ne me satisferont pas. Et puis peut-être avec un peu de chance, il y aura un petit bout de fil que je pourrais prendre et tirer, et ça donnera quelque chose.